Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie infiniment. Vous pouvez commenter sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, CF Débat. Vous le savez, ça fait débat comme chaque vendredi à 23h. C'est votre nouveau rendez-vous d'actualité. On décrypte, on polémique, on débat. C'est ici que ça se passe désormais. Et vous pouvez aussi vous commenter et réagir quasiment à l'instantané sur ça fait débat, la page Facebook, et sur CF Débat sur Twitter. Voilà. Allez, au sommaire de cette émission, l'actu qui a secoué la semaine. Au Mali, les élections présidentielles confirmées pour juillet. Le Mali sera-t-il prêt pour des élections transparentes et incontestables? On en parle. La France va-t-elle décider pour le Mali? L'Égypte, de nouvelles violences interconfessionnelles meurtrières. Les Coptes sont-ils en danger? C'est la question qu'on pose dans Ça fait débat. Est-ce le début du chaos? Et enfin, les violences religieuses vont-elles continuer? Sassou Nguesso appelle la justice française à la non-ingérence. On en parle. Faut-il s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres pays? Denis Sassou, c'est sa déclaration de Nguesso. A-t-il raison? Peut-on parler d'ingérence? Peut-on poursuivre le développement des relations économiques entre la France et certains pays africains dans un cadre de transparence? Et enfin, on va parler du Soudan. Le Qatar s'engage à apporter 500 millions de dollars pour le développement du Darfour. Financé pour mieux régner? Le Qatar, est-ce qu'il s'apprête à tout, à tout acheter? Voilà, c'est la question qu'on pose dans tous les cas. Et puis, en deuxième partie de cette émission, eh bien, notre invité, c'est un spécialiste. Il est en charge des questions africaines. Il s'appelle Philippe Hugon. Il est le directeur des recherches à l'institution des relations internationales et stratégiques. Ça s'appelle l'IRI. C'est en deuxième partie de cette émission. Ça fait débat, messieurs. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. Bienvenue à vous tous. Allez, c'est parti pour débriefer l'actualité. Eh bien, autour de ce joli plateau, Louis Comayou, je ne le présente plus. Il est journaliste, patron de l'information. Merci Louis. Merci. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien, et toi? Tout va bien. Écoute, plutôt bien. Je suis un peu contrarié, moi, tu sais. Parmi nous devait se retrouver ici autour de ce plateau, dans Ça fait débat, Calix Beyala, je vais y arriver, qui est écrivain. Enfin, voilà, je ne la présente plus. Et puis, bon, elle nous a un peu prévenu au dernier moment. Calix, si tu nous regardes ce soir, c'est pas très élégant de votre part. Mais enfin, bref, je te dis maintenant, au dernier moment, j'aurais souhaité que vous soyez parmi nous, ici même, ce soir, pour débattre et pour commenter l'actualité. Voilà, j'ai trouvé que c'était un manque de correction. Voilà, peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas là, ça me contrarie un peu. Mais bon, c'est des choses qui arrivent en télé? Oui, malheureusement. Au dernier moment? Oui. Bon, allez, je présente face à lui, Christian Chesneau. Je vous présente même parce qu'on connaît votre carrière. Merci moi, en tout cas. Je suis à France Inter, au service étranger. Absolument. Et vous avez écrit un ouvrage. On a commis un ouvrage avec Georges Malbruno, qui est au Figaro. Absolument. Le Qatar, les secrets du coffre-fort. Donc une investigation autour de ce pays qui fait beaucoup parler, beaucoup jaser, qui fait vendre beaucoup de papiers. Donc on s'est penché sur ce cas. Merci beaucoup Christian d'avoir accepté notre invitation. On va tenter de commenter sur les différents sujets. Oui. Juste un petit mot sur votre ouvrage. D'abord, pourquoi cette idée du Qatar? Pourquoi parler du Qatar? Parce que c'est vrai que le Qatar, il est partout. Il est au PSG, il est au Barça. Enfin là, je fais référence au sport. Il est au football, absolument. Merci Louis. Mais également, il est partout. Dans l'immobilier, il est dans les hôtels, il est... c'est ça qui nous intéressait. C'est un petit pays qui fait 200 000 habitants. Il y a 5-6 ans, personne n'en parlait. Bon, on connaissait Al Jazeera, qui a mis le Qatar sur la carte il y a une quinzaine d'années, mais ce pays, personne ne le connaissait. Il est arrivé comme ça dans le ciel des relations internationales. Et puis, comme vous le dites, il est partout. Et donc, ça nous a intéressé d'aller voir de près. Pas simplement voir en France ce qu'ils font en France, mais aller au Qatar, sur place, rencontrer des Qatariens, des officiels. Et expliquer qu'est-ce que veut ce pays, quel est son agenda, pourquoi ils investissent en France, pourquoi ils vont donner 500 millions de dollars au Darfour, voilà. Pourquoi ils organisent la Coupe du Monde. Pourquoi ils organisent la Coupe du Monde, quel est l'intérêt, voilà, et qui sont ces gens-là qui effectivement sont devenus incontournables. Je crois que c'est ça le mot-clé avec le Qatar, ils sont incontournables. Dans votre chapitre, vous dites les 12 travaux de l'émir. Oui, parce que quand vous allez à Doha, j'espère que vous irez bientôt. Je connais le Moyen-Orient, je sais très bien. C'est un immense chantier. Ils ont une Coupe du Monde 2022 à organiser. Donc, il faut construire des autoroutes, des ports, aéroports, des stations d'eau potable, tout un tas d'infrastructures. Et donc, l'émir, c'est un peu ces 12 travaux, un peu les 12 travaux d'Alexandre. Un petit pays, vous l'avez souligné tout à l'heure, quasiment la taille de la Corse. C'est un peu moins que la Corse, c'est un peu plus que la Corse, c'est à peu près 11 000 km², mais c'est surtout le plus important, c'est 200 000 habitants nationaux, c'est-à-dire que c'est une petite ville française comme Angers ou un quartier de Paris, et qui sont immensément riches, 100 000 $ par tête d'habitant.
nourrissons et enfants compris. Donc voilà, ils croulent sous l'argent et donc maintenant ils sont en train de recycler leurs richesses à droite à gauche. En quelques mots, Christian Chesneau, le Qatar, les secrets du coffre-fort aux éditions Michel Lafon. Voilà. Bravo. Bel ouvrage, Bah, écoutez, belle couverture. Ça vous a pris combien de temps, combien de mois d'enquête? Donc il y a 1 an d'enquête, mais surtout avec Georges, on va au Qatar depuis à peu près une petite dizaine d'années. Donc on avait déjà accumulé beaucoup d'informations, beaucoup de notes, beaucoup de contacts, parce que on parle d'un coffre-fort, mais qui est difficile à percer, parce que là-bas les gens ne parlent pas, sont pas très loquaces. Les Bédouins sur place, c'est pas des gens qui s'épanchent. Alors qui a la clé du secret du coffre-fort, comme Bon, disent... on donne des pistes. Donc on a quand même réussi à percer parce qu'on a eu une très bonne source à l'intérieur de la famille royale qui nous a ouvert quelques portes et quelques décryptages de l'intérieur. Et ça, c'était pour nous super important. Comme disait notre collègue Janine, c'est peut-être elle d'ailleurs qui a la clé. Bon allez, on commence notre émission tout de suite. Allez, en tout cas, bravo. Allez vous le procurer. Messieurs, vous êtes prêts? On va lancer peut-être le premier sujet. On va traiter du Mali. Vous savez, le Mali maintenant, hein, c'est quasiment récurrent dans cette émission. On en parle systématiquement. N'hésitez pas à commenter sur la page Facebook, ça fait débat. Et je vous en remercie. Alors, le Mali, les élections présidentielles confirmées pour juillet. Ce que je vous propose, c'est de regarder tous ensemble ce premier sujet avec la rédaction justement d'Afrique TV qui nous propose un sujet consacré dans le cadre du déplacement de Laurent Fabius, le ministre français. Et on revient tout de suite après pour commenter le sujet. A tout de suite. Regardez. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, s'est rendu vendredi dernier à Bamako, au Mali. Le chef de la diplomatie française a tenu une conférence de presse aux côtés de son homologue malien, Tieman Hubert Koulibaly, afin de parler de l'organisation des élections qui doivent se tenir en juillet prochain. De tous les contacts que j'ai eus ici, la volonté est unanime que les élections aient lieu à leur date. Et la date qui a été fixée par la feuille de route, c'est le mois de juillet. C'est quelque chose de consensuel. Et nous nous en réjouissons parce que ça fait partie de ce qu'attendent démocratiquement les Maliens. Le ministre malien des Affaires étrangères a parlé de la situation des déplacés et réfugiés. Et nous allons travailler avec le HCR pour voir dans quelle mesure il est possible que ceux qui ne pourront pas venir avant la date de la tenue des élections puissent voter là où ils sont. Et ceux qui sont déplacés, alors nous avons, s'ils sont enrôlés dans le RAVEC, il suffira de procéder à une révision exceptionnelle des listes. Le ministre Fabius a salué la mise en place de la commission de dialogue et de réconciliation, un dialogue qui passera par la reconnaissance d'une seule armée, l'armée malienne. Dans un pays républicain et démocratique, il ne peut pas y avoir deux armées. Donc il y a une armée qui est l'armée malienne. Et le moment venu, il faudra que tout groupe, ça vaut pour le MNLA comme pour un autre, qui aurait des armes, accepte d'être cantonné et de renoncer à ces armements. Il y a un autre principe qui est que dans les discussions qui doivent avoir lieu et qui, nous l'espérons, auront lieu, dialogue et réconciliation, tous les partisans du dialogue et de la réconciliation, tous les acteurs du dialogue et de la réconciliation doivent accepter l'intégrité du Mali. Mais pour arriver à ces solutions, il faut qu'entre gens de bonne volonté, on puisse se parler. La question des otages français au Mali a également été abordée. Le ministre regrette qu'aucun ne soit libéré, mais il assure qu'ils mettront tout en œuvre pour obtenir leur libération. Alors, la communauté, avant de lancer le débat, messieurs, la communauté internationale et les yeux braqués sur vous, c'est ce qu'a lancé M. Fabius, vous l'avez entendu, à ses interlocuteurs maliens, parmi lesquels le président par intérim, Traoré. Voilà, le président Traoré, absolument. Alors, première question, messieurs, d'abord, petite réaction sur les déclarations du ministre Fabius. Bah, moi, encore une fois, ça vous choque? Ça vous fait réagir? Non, mais la réaction, l'analyse, enfin, comme ça, le décryptage un petit peu abrupt, on sent que les Français ont envie de s'en aller assez rapidement. C'est-à-dire qu'à la fois militairement, on a commencé le désengagement, et puis on sent que politiquement, on fixe une date en espérant que tout sera réglé après, qu'on pourra dire mission accomplie, vous voyez, on a fait le nettoyage militaire, les élections sont tenues, et donc on peut s'en aller vite. J'ai l'impression, moi, en écoutant le ministre, que c'est un petit peu cela dit. Donc on ne va pas s'attarder, même si les problèmes ne sont pas réglés, à mon avis, les problèmes sont... C'est votre décryptage. Enfin, je suis un petit peu, voilà, comme ça. Hein. Est-ce que c'est le vôtre, Louis? Le mien, il est à 3 tiroirs.
Le premier, c'est celui de dire il y a consensus. Il n'y a pas de consensus là-dessus, sur les élections. Parce que l'idée au Mali, c'est que les élections n'aient lieu qu'il y ait un recensement 3 semaines. La campagne commence 3 semaines avant les élections. Et si je ne me trompe pas, c'est la date du 7 juillet qui a été fixée pour les élections. Là, c'est le premier tour de la présidentielle, avec éventuellement un couplage entre la présidentielle et les législatives lors du deuxième tour, dont la date n'a pas encore été fixée. Absolument. Et là-dessus, il y a quand même un problème parce que pour les Maliens, faire les élections le 7 juillet signifie que l'on puisse faire campagne dans tout le Mali. Or, Kidal, aujourd'hui, est une ville qui est prise par le MNLA et dans laquelle ne circule aucun soldat de l'armée malienne. C'est surtout ça. Mais la question alors que je vous pose, moi, messieurs, c'est que est-ce que le Mali, sera-t-il prêt, d'ailleurs, pour des élections transparentes et surtout, messieurs, incontestables? Transparente, certainement pas. Incontestable, encore plus. Parce que la boîte de Donc Pandore... on peut se poser la question. Il y a beaucoup de questions à se poser. La première, c'est... La position qui est aujourd'hui adoptée par la France a été celle des États-Unis avant même l'intervention militaire. Les Américains disaient nous devons avoir un interlocuteur légitime au Mali. Cet interlocuteur légitime, la France a dit la priorité était plutôt de lui donner déjà sa place dans le dialogue en libérant le pays et après on peut discuter du reste. Maintenant, elle s'aligne sur la position américaine en demandant qu'effectivement il y ait des élections parce que pour tous les contrats qui devront être signés en termes de reconstruction, en termes d'engagement financier, il faut que ce soit que ces contrats soient signés par des personnes qui répondent du peuple. Or, ce n'est pas le cas. Christian Chesneau? Pour revenir à la première idée, je pense que les Français ont surtout peur de l'enlisement, du bourbier. Ça coûte cher, ça peut être politiquement dangereux. On l'a rappelé dans le reportage, il y a aussi des otages qui sont toujours dans le nord du pays. Donc je crois qu'encore une fois, la France, effectivement, essaie de pousser un petit peu le maximum, d'ailleurs, ses alliés européens et puis les Africains pour prendre sa place, pour aller vite, un calendrier, pour comme ça, d'ici l'été, c'est fini, on s'en va. Même si après, on va continuer à s'intéresser. La France a dit qu'elle maintiendrait aussi des hommes sur place. Voilà, mais que le gros du fardeau soit un peu mis un peu de côté et que ça soit un peu partagé par les Maliens, par les Européens, par les Africains. Sur la question des otages, pardonnez-moi, même si ce n'est pas le sujet, vous l'avez vécu en Irak. Sur la question des otages, est-ce que vous pensez que la position de la France est plutôt bonne, mauvaise? Est-ce qu'elle a raison d'avoir... Moi, j'ai été choqué par les déclarations, en tout cas ce qui a circulé à un moment donné, on dit on ne négocie plus avec les preneurs d'otages. Et surtout, on l'a fait de façon, officielle, il y a eu des déclarations, tout ça. Je pense qu'on négocie avec les otages et on continuera à négocier. Parce que sinon, ça veut dire qu'on les abandonne. Et donc la politique de la France dans ce domaine, ça a été toujours d'aller chercher les otages. Et donc il y a eu, je pense, quelques déclarations un peu malheureuses de la part de l'Élysée et au Quai d'Orsay en disant on ne négocie plus. Évidemment, officiellement, on négocie Hollande, plus. Hollande ne s'est pas gêné pour faire la déclaration. Il a clairement dit on ne négociera pas. Et en plus, on l'a débattu ici. On le dit pas officiellement. Mais encore une fois, pour revenir un peu au Mali, le cœur du problème, je pense qu'il y a effectivement, moi, clairement, ce que je ressens ici, encore une fois, pas spécialiste de ce pays, mais je sens que la France a envie de se désengager et ne pas rester dans un bourbier. Alors, justement, la France, vous l'avez dit, ne pas s'engager et ne pas rester dans un bourbier. La question que je vous pose, la France, justement, c'est peut-être son intérêt, Louis Kemaillou. Est-ce que la France va-t-elle décider pour le Mali? La question qu'on se pose tous, y compris en Afrique d'ailleurs. Oui, non, mais ça, c'est quelque chose de très important. Et sur le chapitre des déclarations maladroites, il y a par exemple cette déclaration de François Hollande qui disait « Nous serons intransigeants sur la date de tenue des élections ». Mais on n'est pas en 48. On n'est même pas en 59. Tu te prends pour qui, non, mais oui, il vient au Mali expliquer aux Maliens. Excellent, excellent le Louis. On sera intransigeant là-dessus. Ouais. En termes de maladresse, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, quoi. Et après, il y a eu le service après-vente. Si le président Hollande vous regarde ce soir, vous lui répondez quoi alors? Je lui réponds qu'il aurait dû s'occuper déjà de tous les problèmes. Et il a pas mal de dossiers déjà traités en France. Ouais. C'est très important. C'est sur cette base qu'il est réélu. Hein. C'est pas sur le Mali. Bon, François Hollande, je pense que le message est très clair. Là, n'hésitez pas, ici, c'est le lieu de débat. Ça fait débat. On vous offre en tout cas un droit de réponse. Et puis de l'autre côté, il y a la manière dont a été géré le clivage entre les rebelles du MNLA et l'armée malienne. Aujourd'hui, le MNLA a fabriqué son territoire dans lequel il dit « Nous ne laisserons entrer aucun soldat de l'armée malienne ». Ça, c'est avec le concours de la France. Il y avait aussi derrière l'intervention des autres armées africaines qui sont venues. Je crois qu'on aurait gagné, pour la France qui ne veut pas être dans un tête-à-tête, on aurait gagné à donner de la place à tous les partenaires lors de cette intervention. Ça va très très vite, messieurs, en une poignée de secondes. S'il vous plaît, en un mot, vraiment, des élections difficiles en juillet ou pas du tout?
Très difficile. Très difficile. Ces échéances électorales. Très difficile. Surtout compliqué. Hein. Parce qu'on a encore le schéma ivoirien en tête. Le plus important, c'est pas de tenir des élections, c'est l'après-élection. Oui. Et l'idée, c'est qu'on n'ait pas une après-élection qui soit synonyme de catastrophe, de larmes et de pleurs. C'est ce qu'on doit éviter le plus au Mali aujourd'hui. Allez, je m'adresse à Christian Chesneau. Le Moyen-Orient, c'est un peu votre credo, c'est un peu votre terrain. Oui. C'est votre... Oui. Les violences en Égypte, vous avez suivi un petit peu? Oui, bien sûr. Évidemment, moi, j'ai passé 3 ans en Égypte dans les années 90, donc je connais bien ce pays. Alors c'est vrai que ces violences contre les Coptes sont récurrentes. Avant de lancer le débat, je vous interromps justement, mais ce sujet de nouvelles violences, gardez votre énergie interconfessionnelle, meurtrière, on parle les Coptes, justement les musulmans, territoire de religion, interconfessionnel, on en parle tout de suite, mais je vous propose maintenant de regarder ce sujet proposé par la rédaction de Télésud. Regardons cela. Le calme est revenu ce lundi, mais la situation reste toujours tendue. La police maintient un cordon de sécurité impressionnant autour de la cathédrale copte du Caire. Les violences de la nuit dernière entre chrétiens et musulmans ont fait au moins 2 morts et près de 90 blessés, créant une situation de panique dans la capitale égyptienne. L'Égypte a toujours été un pays où les musulmans et les chrétiens ont vécu ensemble en paix. Ce genre de choses n'est jamais arrivé auparavant. Les affrontements ont éclaté devant la cathédrale Saint-Marc après les obsèques des 4 chrétiens tués samedi au nord du Caire. Ils croient nous faire peur? Notre force augmente chaque jour avec notre croix et notre sang. On n'aura plus jamais peur. Morsi et les frères musulmans vont tomber. Ils sont incapables de nous gouverner. Ce sont des terroristes. Abat le pouvoir du guide. Ce sont justement ces slogans hostiles au président Mohamed Morsi et le guide suprême des frères musulmans scandés par les Coptes pendant les funérailles qui sont à l'origine des nouveaux affrontements. Ces tensions interconfessionnelles s'ajoutent à un climat politique et social déjà difficile en Égypte. Les Coptes représentent près de 10% de la population égyptienne. Mais le président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, veut se mettre au-dessus de la mêlée. Il a fait savoir qu'il considérait toute attaque contre l'Église comme une attaque personnelle. Depuis la chute du régime de Hosni Moubarak en février 2011, les violences entre musulmans et chrétiens ont fait une 50aine de morts et plusieurs blessés. C'est vrai, messieurs, une 50aine de morts, plusieurs blessés, des violences sectaires inquiètent les Coptes. Messieurs, un mot, tout de suite, la question. Moi, je veux vraiment qu'on mette les pieds dans le plat. Maintenant, sans langue de bois, sans rien. Les Coptes sont-ils en danger? Messieurs, vous connaissez Christian Chesneau. En plus, ce pays, vous avez vécu 3 ans, vous l'avez dit. Historiquement, c'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes. Hein. C'est pas nouveau. Sauf que là, effectivement, depuis la Révolution, la chute de Moubarak, effectivement, il y a une tension parce que, évidemment, il y a une forme de chaos, une forme d'anarchie. Et donc, ça laisse libre cours à tous les sentiments, à toute la violence. L'insécurité augmente. Et c'est vrai que dans ces périodes un peu hypersensibles, la moindre étincelle, ça met le feu aux poudres. Et c'est vrai que les Coptes se posent beaucoup de questions sur leur avenir, parce que, effectivement, qu'est-ce qu'on leur promet? Est-ce que c'est un État islamique ou pas? D'où l'idée d'un État civil. C'est-à-dire qu'il y a justement ceux qui s'opposent aux frères musulmans et aux islamistes disent, nous, on veut un État civil, et pour que tout le monde rassemble tout le monde. On dit 10% de la population, ça veut dire en gros presque 10 millions de personnes, hein, les Coptes. C'est pas au moins 8 millions. C'est pas non plus, c'est la plus grosse communauté chrétienne au Moyen-Orient. Donc voilà, donc c'est des gens qui sont qui se sentent fragilisés, qui ont peur. Il y en a qui partent d'ailleurs. Et donc tout l'enjeu de l'après Moubarak, c'est aussi de réconcilier les Égyptiens entre eux. C'est vrai que ce sont les frères musulmans qui ont pris le pouvoir, c'est clair. Ils sont majoritaires, mais ils peuvent pas, faire fi de la société et de la diversité de la société égyptienne. Parce qu'effectivement, là, ils vont au-delà de graves ennuis et d'une radicalisation des chrétiens et des frères musulmans qui peuvent aussi mettre de l'huile sur le feu. Véritable tension. Les violences religieuses vont-elles continuer ? En Égypte, comme dans d'autres pays africains, malheureusement, parce que nous parlons là de l'Égypte, mais on aurait pu changer le nom, juste mettre Nigeria, vous auriez à peu près les mêmes images. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les économies du Sud se portent très mal. Même si les pays émergents aujourd'hui ont des bas de laine plutôt intéressants, il faut dire que dans la grande majorité, les pays africains et les pays du Sud, en général, se portent très mal. Et donc, comme on ne partage pas la misère, mais plutôt la richesse, on se retrouve dans un schéma de violence
violence très exacerbé, qui est aussi celui dû à ce climat post-révolution où on a beaucoup attendu de la révolution. On n'attendait pas juste la chute d'un président, on attendait également des changements sociaux, économiques, et tout cela arrive avec beaucoup de lenteur, ce qui est normal. Ce que je veux ajouter, par exemple, Place Tahrir, le 25 janvier 2011, Place Tahrir, la majorité des gens, c'est des Coptes, c'est des chrétiens. Hein, c'est des classes moyennes égyptiennes, donc ils sont là dès le début de la révolution. Et alors avec ces tensions religieuses, est-ce que c'est pas le début du chaos, Christian Chesneau? Non, parce qu'ils ont aussi... attendez, vous avez vu le reportage comme moi. Vous avez vu comment les Coptes... Mais bien sûr, c'est pas la première fois. Mais ils disent, nous voulons vivre en paix. Et en même temps, il y a une vraie... C'est très sérieux. Une vraie douleur. Vous le voyez quand même, on le voit dans le reportage. On n'est pas dans une guerre civile. On n'est pas encore dans une guerre civile. Alors est-ce que c'est pas le début du chaos? Non, il y a quand même des amortisseurs et c'est pas non plus... Voilà, c'est vrai que c'est hyper dangereux, c'est très sensible, c'est même catastrophique à bien des égards, mais on n'est pas encore dans un schéma de guerre civile, par exemple, qu'on a connu au Liban dans les années 70, hein, on n'en est pas là. Mais c'est... Je pense pas, parce que les Égyptiens, c'est pas des gens, c'est pas des extrémistes, c'est pas des gens, il y a quand même une égyptianité, parce qu'il faut pas oublier, les Coptes étaient les premiers habitants d'Égypte. Égypte, ça veut dire, les Coptes, ça veut dire l'Égypte. Et ils sont partout en Égypte, hein, pas seulement au Caire, ils sont à Minya, dans le sud de l'Égypte, à Assiout. Donc c'est des gens qui font partie de la nation égyptienne. Alors, sauf qu'il y a des tensions, et tout l'enjeu, encore une fois, de cette période post-Moubarak, c'est comment recréer un État qui permet que tout le monde s'y retrouve. Alors, Morsi lance quelques appels, mais il faut que la base, en fait, c'est pas tellement Morsi, c'est plutôt la base des frères musulmans. Il y a des salafistes. Mais qu'est-ce que vous répondez à toutes ces, on le voit bien dans le repas, ces craintes? On leur répond quoi? Elles sont toutes légitimes. Ces craintes qui se posent, elles sont légitimes, ces craintes, Christian Chesneau et Louis Comayou. Bien sûr. Bien sûr. On répond quoi? Sauf que le problème, c'est c'est un problème qui est multiple. Il y a un problème économique. Il n'y a plus un touriste qui vient en Égypte. Donc l'économie est appauvrie. Là, encore une fois, c'est le Qatar qui vient faire la soudure et qui donne des chèques de plusieurs milliards de dollars pour faire la soudure à la fin du mois. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. Les Coptes sont dans une situation un petit peu fragilisée, en tout cas des grandes interrogations. Et il ne faudrait pas que ça dérive effectivement trop loin. Et il y a à peine quelques mois, Louis Comayou, je vous donne la parole, les Coptes accueillaient leur nouveau pape au sein de la cathédrale Saint-Marc du Caire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut faire une espèce je vais pas dire de zonage dans les douleurs, les jeunes pourraient se mettre d'un côté, dire nous aussi on va mettre beaucoup de violence dans nos réclamations, parce qu'on tient à être entendu, les musulmans feront pareil, les Coptes feront et on s'en sortira pas. La priorité ici, c'est d'arriver finalement à asseoir un calendrier de priorités qui permettent aux uns et aux autres de s'y retrouver. Et du fait du climat de violence qui est en train d'être créé et entretenu là, ça va être très difficile, ça va prendre du temps et malheureusement cela pourrait exacerber, comme vous le craignez, le climat de tension. Et puis surtout, le test, c'est la Constitution. Le test, c'est la Constitution. C'est-à-dire que s'il y a une Constitution qui est très islamisée, très forte dans ce sens, c'est vrai que ça va provoquer un rejet. Monsieur, je vais m'attarder juste en quelques minutes. Où en est-on et où en est surtout cette révolution de janvier 2011 ? on se pose la question, est-ce que cette révolution populaire, finalement, est-ce qu'elle a servi ? Bien sûr, parce qu'il y a des choses, maintenant il y a une liberté qui est acquise, il y a eu des élections, les urnes ont parlé. Alors c'est vrai que ça a été dans un sens très islamiste, hein, avec des salafistes et des frères musulmans qui contrôlent les 3/4 du Parlement. Vous avez un chef de l'État, frère musulman, mais c'est pas parce que vous avez gagné des élections que après vous allez gérer le pays. Les problèmes sont immenses en Égypte. C'est 80 millions d'habitants. Vous avez 40 millions d'Égyptiens qui vivent avec $2 par jour. Donc il y a des problèmes socio-économiques qui sont énormes. Et c'est vrai que la religion est un peu le moyen commode de régler ses comptes d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que ça peut être dangereux. Je ne pense pas que ça ira sur un embrasement généralisé, mais c'est vrai que c'est quand même c'est très tendu. Il faut faire attention. On attend beaucoup des États-Unis, hein, premier partenaire économique. Jusqu'à présent, Mohamed Morsi, qui a étudié là-bas, compte sur eux pour faire la soudure, comme le relevait mon confrère. Mais il y a besoin d'argent. Allez, on va passer à ce troisième sujet qui a secoué la semaine, messieurs. On n'a parlé que de cette déclaration. Je fais référence au président qui Sassou Denis Sassou Nguesso. Absolument, Denis Sassou. D'ailleurs, quand il a fait cette déclaration. Absolument, juste à l'Élysée, c'est marrant quand même. Non mais on va en parler. Allez, Sassou Nguesso qui appelle la justice française à la non-ingérence. Messieurs, on va en parler, mais regardons ce reportage proposé par la rédaction de Télésud. Regardez. C'est une visite officielle qualifiée d'inappropriée par les militants anticorruption et autres opposants au régime du président Sassou Nguesso. Un président rattrapé en France par l'affaire des biens mal acquis. Quelques heures avant sa venue, ses opposants vivant en France avaient appelé à manifester.
Présent à Paris depuis samedi, le président Sassou Nguesso a été reçu ce lundi pendant plus d'1 heure à l'Élysée par François Hollande. Une audience à l'issue de laquelle le président congolais a balayé d'un revers de main toute tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays. Le principe auquel nous avons tous souscrit au plan international est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, que ce principe soit respecté et pour que la justice en France ne se sente pas le droit de traiter des questions qui intéressent les problèmes intérieurs aux autres États. Voilà, c'est ça le principe. La prise du pouvoir par la rébellion centrafricaine Séléka, la situation en République démocratique du Congo, François Hollande et son homologue congolais ont aussi passé en revue les questions d'actualité sur le continent. Le chef de l'État français a par ailleurs remercié Sassou Nguesso pour le soutien politique et logistique apporté aux forces africaines et à la France dans le cadre de l'opération de libération au Mali. Allez messieurs, justement, Sassou Nguesso, dont les déclarations ont fait le tour vraiment du paysage audiovisuel en Afrique, en France, en Occident, partout. Messieurs, est-ce qu'il a raison, le président congolais? En tout cas, moi j'étais à l'Élysée quand on lui a posé des questions. D'ailleurs, c'est un collègue de RFI qui lui a demandé est-ce que Monsieur le Président, est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit, ces histoires de bien mal acquis? Alors il répond pas du tout. Sauf qu'on sent que ça l'énerve. Parce qu'évidemment, il dit il ne faut pas que la justice s'en mêle. Exact. Donc je pense que malgré tout, c'est quand même un irritant. Vous l'avez senti exaspéré par la question? Lui, il montre un peu un visage un peu grand seigneur, un peu hautain. La justice française n'a pas à s'en mêler, mais je pense que quand même inconsciemment, c'est une épine. Elle va rester, et ça, effectivement, c'est un irritant entre la France et le Congo. Et donc, même s'il répond un petit peu de manière un peu cavalière, ça m'empêche pas de dormir, en gros, et puis la justice française n'a qu'à se mêler que de ces histoires, je pense qu'il fait une erreur. Il fait une erreur. Louis, vous partagez ce point de vue ou pas du tout? Est-ce qu'il a vraiment raison quand il fait ce type de déclaration? C'est une vraie question, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que faut-il s'immiscer dans les affaires, justement, intérieures d'autres pays? Parce que tout se passerait comme si une association camerounaise de droit camerounais ou de droit congolais venait dire Jean-Marie Le Pen a des comptes dans mon pays, alors je voudrais que l'on saisisse ces biens-là et c'est des biens mal acquis. Je ne sais pas, Jean-Marie Le Pen, député français, comment est-ce que la France le considérerait? Comment est-ce qu'on prendrait cela en France? Les affaires d'État se règlent au niveau de l'État. C'est entre États que ça se passe. Et là, on a affaire à une association qui a pris sur elle de devenir Zorro, ou on peut donner un autre terme à ça, et c'est là que ça devient dangereux. Et si on revient sur les comptes, simplement, parce qu'il arrive qu'il y ait des comptes également dans ces biens mal acquis, la France serait en position de receleur quand même. Parce que qui parle de biens mal acquis situés dans un territoire parle également de receleur pour ce territoire-là, et c'est en cela que ça devient très compliqué. Oui. Clairement, peut-on parler d'ingérence? Il y a ingérence, c'est pas... Mais c'est vrai. Là, vous dites ingérence, il y a une forme d'ingérence. Moi, je pense... Alors, je ne sais pas si... Moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qu'on supporte de moins en moins maintenant. Effectivement, ces comptes à l'étranger. C'est vrai que peut-être ça, à une certaine époque, c'était courant. Maintenant, c'est vrai que maintenant, on le voit en France, d'ailleurs. Mais je pense que... Avec l'affaire Cahuzac. Oui, entre autres. Mais je pense qu'effectivement, si effectivement, il y a peut-être une forme d'ingérence, parce qu'effectivement, comme disait mon collègue, c'est une association, mais c'est vrai que ça passe de moins en moins bien ce genre d'histoire. Et c'est vrai que quand on voit l'état du pays au Congo, on se dit où passe l'argent du pétrole. Alors peut-être il y a des recyclages en France et il y a peut-être des circuits un peu opaques que la France bénéficie aussi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui supportent de moins en moins ces comportements. En fait, bon, je fais ce que je veux, et puis la justice, voilà. D'autant que le FMI, il y a eu pas mal de rapports. Il n'y a pas simplement une association au Congo. Il y a le FMI, il y a pas mal de gens qui moi j'ai lu un peu quelques rapports qui pointent du doigt. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est parti un peu. Qui circule et qui s'est évaporé. Qui s'est évaporé, encore mieux. Voilà, alors, ça m'oppose justement à vous poser la question, et Louis, je vous donne la parole. Peut-on poursuivre le développement des relations économiques entre la France et certains pays africains, justement dans un cadre de transparence? C'est possible? Il le faut. Il le faut? Il le faut parce que l'élément sur lequel je voulais revenir, c'est un élément qui peut paraître anodin, mais c'est celui de la monnaie. Aujourd'hui, en Afrique centrale et notamment au Congo, la monnaie qui est utilisée, c'est le franc CFA. Oui. Et le franc CFA est couplé avec l'euro. Quand on parle du franc CFA, il ne faut pas oublier qu'il s'agit quand même de plus de 15 pays qui viennent
déposer tous leurs avoirs en France, qui doivent déposer un fonds de garantie d'au moins 60%, ce qui est quand même beaucoup. C'est-à-dire que sur une année, quand vous avez déposé par exemple 100 €, si vous voulez utiliser cet argent, vous devez dégager 60% de 100 €, 60 €, qui doit rester à la Banque de France comme fonds de garantie pour toutes les opérations que vous faites. Si ça, c'est pas de l'arnaque, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas possible. En termes de développement, ça ne se produit pas comme ça. Et si on se fâche de ce que l'argent est mal utilisé, on devrait se fâcher aussi de ce qu'on pénalise les gens en leur faisant déposer autant d'argent à l'extérieur. C'est tout un État qui est concerné. La question qui fâche, Louis et Christian, chez nous. Oui. La question qui fâche. Justice française, je m'adresse à vous, justement pour la poursuite de l'enquête sur les biens mal acquis ou pas du tout? J'aime bien la tête que tire notre ami. Je ne sais pas où ça va aller, c'est dur, mais je pense que pour le président Sassou Nguesso, je pense que c'est un boulet. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à la fin, il va tirer ce boulet. Alors il y aura des développements positifs, négatifs, mais ça c'est un truc, il a une épine dans le pied. Le problème c'est pour la France, et on l'a vu là sur les images, quand François Hollande reçoit le président du Congo, il est crispé. Il lui dit à peine bonjour, il lui serre à peine la main. Donc on sent bien que la France est très gênée, c'est-à-dire on a cette histoire qui irrite et il y a beaucoup de critiques de la France sur le Congo. Et en même temps, il y a du gros business des entreprises françaises là-bas au Congo. Total est présent depuis 68, il y a du pétrole, il y a plein de choses. Et puis le président Sassou Nguesso est aussi médiateur dans plein de crises et la France a aussi besoin de lui pour différentes... Voilà, donc on traite avec lui un peu contraint ou forcé. Avec en toile de fond les Chinois qui sont derrière, qui sont en train de passer. Donc pour les Français... Et la justice française de tout ça, est-ce qu'elle doit poursuivre ou pas du tout? La question qu'on se pose, mais c'est vrai, et tout le monde a besoin de savoir. La justice, les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, ils se posent la vraie question. Parce que la vraie question, il faut à un moment donné la poser. C'est la justice française. Est-ce qu'elle doit poursuivre ou pas du tout? Attendez, je vais vous poser la question sous une autre forme. Je n'étais pas à l'Élysée, mais j'imagine que quand tu lui as parlé des biens mal acquis, il lui a dit, mais votre ami Cahuzac, qu'en est-il? Votre ami DSK, qu'en est-il? Vous voulez me faire la morale à moi? Non, on ne peut pas donner l'impression qu'on est un pays vertueux, très vertueux, tellement vertueux qu'on peut aller dispatcher de façon humaniste toute sa moralité aux autres. Ce n'est pas possible. La France n'est pas exempte de critiques. Et de ce point de vue, je crois que quand on fait les affaires, et on parle là d'affaires d'État, on fait les affaires, il faut savoir avoir l'humilité de dire, là, je suis en terrain de concurrence, je me donne les mêmes armes que mes concurrents. Qu'il s'agisse du Qatar, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qu'il s'agisse de la Chine ou des États-Unis. Donc pour la poursuite, non. Là, clairement, j'ai bien compris votre opinion. Non, pour la poursuite, non. Il n'est pas français, Denis Sassou Nguesso. Et le Congo n'est pas un territoire français. Donc, je ne vois pas ce que la justice française peut aller chercher au Congo. Absolument. Voilà, donc c'est très simple. Ce qui peut juger, c'est peut-être des commissions, des rétrocommissions. Alors après, avec des entreprises françaises, il peut y avoir effectivement des circuits financiers qui mettent en cause des entreprises françaises. Et donc, avec des rétrocommissions, avec des investissements en France. Et là, ça pourrait effectivement concerner des citoyens français. Donc, par ricochet, il peut être dedans. Mais encore une fois, moi, je pense que la justice elle va continuer. Entre la France et le Congo, c'est une relation je t'aime moi non plus, je sais que tu mens, mais on est obligé de faire affaire. Et voilà, donc on est un peu gêné aux entournures. Et donc je trouve que le visage de François Hollande, quand il reçoit le président Sassou Nguesso, c'est vraiment exact. On le voit d'ailleurs juste derrière nos écrans. Il n'a pas du tout le sourire, il est crispé. Allez messieurs, on va essayer d'avancer parce qu'on est très en retard avant d'accueillir tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Il s'agit de Philippe Hugon qui est chercheur à l'ERIS. Vous savez, c'est tout en deuxième partie, là, dans quelques minutes à peine. Christian Chesneau a un sujet que vous maîtrisez, le Qatar. Ça tombe bien puisque votre ouvrage, il en parle. Il parle du Qatar et puis ça s'appelle Les secrets du coffre-fort. Tant mieux puisque là, le Soudan, le Qatar s'engage à apporter 500 millions de dollars pour le développement du Darfour. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, je vous invite à commenter et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat. Je vous en remercie. Financer pour mieux régner. Soudan, clairement, le Qatar s'engage à apporter 500 millions de dollars. Enfin, c'est énorme. Enfin, pour eux, c'est une goutte d'eau. Oui, c'est une goutte d'eau. Oui, mais attendez, c'est énorme pour le Soudan, mais c'est une goutte d'eau pour le Qatar. Pour le Qatar. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, aux éditions Michel Lafon. Alors, c'est intéressant parce que le Qatar, justement, a joué les rôles de médiateur dans le Darfour. Il y a eu plein de conférences et à Doha pour essayer de mettre d'accord les gens, enfin, les parties au conflit, tout ça. Le Soudan, le Darfour, c'est effectivement une zone d'influence du Qatar. Ils ont beaucoup de projets. Le président Omar el-Béchir est régulièrement bien accueilli au Qatar avec un tapis rouge, même s'il est recherché par la justice internationale. Ah bah oui, lui, voilà. Donc il y a effectivement des relations proches. On dit même dans le bouquin que le Qatar... Donc on est en train d'assister effectivement
financer pour mieux régner. En tout cas, ils veulent étendre leur influence. Non mais clairement, non mais est-ce que c'est cela ou pas du tout? Christian. Je ne sais pas s'ils veulent régner. Vous avez enquêté, c'est financé pour mieux régner ou pas? Je pense qu'ils veulent placer leur pion, ils veulent avoir plusieurs fers au feu, ils veulent influencer. Mais c'est mais je crois que c'est pas. Ils vont pas prendre la place des dirigeants du Soudan. Mais c'est un petit pays qui veut exister. Les dirigeants, mais en même temps, ils placent leur pion. Évidemment, ils avancent leur agenda. Oui, le fait est qu'aujourd'hui, le Qatar est un petit pays qui a beaucoup de pétrole, mais le pétrole n'est pas une denrée qui va rester là pour toute la vie. À un certain moment, il faudra bien. Mais c'est quoi la stratégie? C'est-à-dire qu'ils placent des billes un peu partout dans le monde. Il faudra commencer à au Maghreb, l'Afrique subsaharienne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Ils ont à dépenser chaque année. Ils peuvent dépenser tous les ans entre 50 et 60 milliards. C'est ce que génèrent les revenus du pétrole et du gaz. Donc il faut qu'ils dépensent 50 à 60 milliards. Bon, ils ne vont pas les garder dans un coffre. Donc ils investissent dans leur pays, c'est-à-dire les infrastructures. Ils ont, encore une fois, ce que je disais au début, ils ont une Coupe du Monde. Et donc il faut refaire toutes les infrastructures, des congrès, enfin tout ce qu'on veut. Et puis effectivement, à l'étranger, ils font des investissements pour diversifier leur économie. Et puis en même temps, dans leur agenda diplomatique, et à mon avis, c'est là où c'est la partie la plus peut-être sensible, on aide des pays en difficulté, notamment les frères musulmans égyptiens. Donc là, il y a encore récemment des annonces de décaissement de plusieurs milliards de dollars, les gens du Darfour, et ainsi de suite. Donc eux sont en train d'être un petit peu le médiateur, l'intermédiaire, un peu le coffre-fort de plusieurs pays. La question, Louis, qu'on peut se poser, Christian, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Non, mais j'ai bien compris, c'est pas neutre. Le Qatar, je vous pose la question, c'est pas neutre, vous l'avez dit. Alors parlons-en. Le Qatar va-t-il réussir à instaurer la paix dans cette région meurtrie grâce à ses pétrodollars? Messieurs, pas de langue de bois s'il vous plaît, de grâce. Non mais c'est vrai. Mais je pose une question là vraiment. Est-ce qu'on pourrait poser la même question à la France ou aux États-Unis? Oui. Est-ce qu'on pourrait poser la même question? C'est la première fois que je vous vois, Louis, tourner un peu autour du pot. Je ne tourne pas. Je ne tourne pas. Parce qu'aujourd'hui, le Soudan. Mon côté provocateur. Oui. Le Soudan aujourd'hui est un pays qui a un taux de réussite économique très important. Les partenaires sont très nombreux, notamment la Chine, qui est très implantée sur place. Donc le Qatar ne vient pas se substituer, il vient en concurrence. Et il choisit une zone bien précise. Il n'est pas en train de dire qu'on va aider tout le Soudan. Le Soudan, si le Sud-Soudan s'est séparé du Nord, c'est parce qu'on estimait qu'au Nord, c'était une loi beaucoup plus musulmane que laïque, notamment que chrétienne, pour tailler très vite dans les schémas. Donc aujourd'hui, le Qatar est en train de faire deux choses. La première, c'est une diplomatie médiatique, grâce à Al Jazeera. Aujourd'hui, quand vous allez dans les pays africains d'expression musulmane, vous avez beaucoup de pays où on regarde les matchs, par exemple, on parlait de Barcelone contre Paris, on regarde via Al Jazeera. Ça, c'est déjà une présence qui est là, c'est une influence réelle. Al Jazeera Sport. Vous prenez tout le printemps arabe, il a été porté par Al Jazeera, et c'est le Qatar. Derrière cela, il y a aussi, au-delà du fait qu'on a une image à protéger, il y a aussi les investissements, la diversification des investissements pour qu'après l'après-pétrole, le Qatar ne soit pas un pays mort. Donc voilà, il y a ces deux pieds sur lesquels on marche, l'influence, l'image, et puis de l'autre côté, la diversification pour exister. Et puis c'est une forme d'opportunisme. Ils ont compris qu'on est dans une période où les grands pays arabes sont un peu en décrépitude. L'Irak est convalescent, l'Égypte, on l'a vu en chaos avec des conflits. La Syrie, on n'en parle pas, ils sont en guerre civile. Les Saoudiens, enfin je parle des grands pays, des piliers, les Saoudiens, ils ont une direction d'octogénaires qui sont plus ou moins grabataires. L'Algérie, ils attendent l'après Bouteflika, donc tout le monde est un peu paralysé. Et vous avez ce petit Qatar qui est arrivé là, avec beaucoup d'argent, qui s'est dit, là il y a un moment historique pour nous d'être au centre du jeu, d'être un peu le chef d'orchestre. On sait que ça ne durera pas, que dans quelques années, ces grands pays reviendront sur la scène, mais on peut avoir 5 ans, peut-être 10 ans, où là on va pouvoir être les médiateurs, influencer, faire avancer notre agenda. Christian Chesneau, le Qatar cherche-t-il à étendre justement son influence dans le monde, et plus particulièrement sur le continent africain, puisqu'il y a une implantation? Oui, enfin, ils rayonnent. Par exemple, ils ont fait leur centre de football pour les jeunes, ils l'ont mis à Dakar. Bon, c'est pas un hasard. Ils auraient pu le mettre, je sais pas, à Genève, j'en sais rien. Ils le mettent à Dakar. Ils sont en train peut-être de créer Al Jazeera en français. C'est pas tellement pour le public français, mais c'est pour l'Afrique, le Maghreb. C'est pour l'Afrique. Non, mais il l'a dit dans une déclaration faite au monde. Il a dit, ouais, c'est pour les francophones et pour l'Afrique. Donc voilà. Il n'est pas que ce soit en Belgique, cela dit. Voilà. Alors, il cherche donc le Qatar, clairement là, on se le dit. Il cherche à étendre son influence. Bien sûr. C'est ça? Oui. Dans quel but, quel objectif? Mais à la limite, comme tout pays, je veux dire, la France cherche. La Chine, on sait bien, elle a un objectif.
messieurs. Alors, leur objectif, c'était... Vous l'avez traité. On l'explique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs objectifs. L'objectif de l'émir, à travers tout ça, c'est d'abord, se faire connaître, deux, sécuriser le pays, en se faisant connaître, en ayant Al Jazeera, voilà. Et donc, là, l'idée, c'est les investissements, on se protège, on met de l'argent de côté, on diversifie l'économie, et puis en étant au centre du jeu, on se pousse un petit peu du col aussi, parce que c'est des gens qui aiment bien la publicité, voilà. Donc, c'est aussi se sécuriser, c'est-à-dire on joue dans la cour des grands, donc on espère que s'il arrive quelque chose au petit Qatar, eh ben les grands viendront à son secours. Louis, en 30 secondes. Non, je partage tout à fait la même analyse en ajoutant juste ceci. Il serait pas mal pour les pays africains pétroliers de prendre exemple sur le Qatar. Oui. Parce que jusqu'à présent, on avait ce fonds pour les générations à venir que la Norvège avait promu et que certains pays africains ont commencé à prendre en exemple, notamment le Tchad. Mais finalement, l'exemple n'a pas trop pris. On a cassé, quand il y a eu la guerre au Tchad, on a cassé la manne pétrolière pour financer l'armement. Je crois que ce ne serait pas mauvais pour le Congo, pour le Tchad et pour d'autres pays africains de repartir sur cette... Ce qu'ils ont vraiment compris, c'est le soft power. C'est-à-dire que l'influence, c'est pas simplement une armée, des avions, des chars. C'est des chaînes de télévision, des musées, des équipes de foot, de l'art. Et ça, ils ont parfaitement compris. Et vous le racontez dans votre ouvrage, justement, Christian Chesneau, ça s'appelle Les Qatars, les secrets du coffre-fort. Je vous invite à aller vous le procurer et à le lire. C'est aux éditions Michel Lafon. Merci Christian Chesneau. J'espère à très bientôt, ici, pour débattre sur d'autres sujets d'actualité. Absolument, en dehors du Qatar, absolument. Merci Louis. Merci. Avec autant de plaisir la semaine prochaine. Absolument. Tout de suite, on va accueillir dans cette deuxième partie de l'émission Philippe Hugon. Il est chercheur, il est le directeur de l'IRIS et il est en charge des questions, en tous les cas, Mali, Cameroun et chargé de l'Afrique. Absolument, chargé de l'Afrique et chargé de l'Afrique de l'Ouest. On l'accueille tout de suite. Merci messieurs. Je vous invite à poursuivre le débat sur la page Facebook Ça fait débat et sur Twitter CF Débat. Allez, on accueille Philippe Hugon. Dernière partie, deuxième partie de cette émission. Pour celles et ceux qui viennent de le retrouver, sachez que vous êtes les bienvenus. Ça fait débat, vous savez, tous les vendredis sur Télécide en partenariat avec le quotidien en ligne afrique.com. On va accueillir notre invité. Il s'appelle, dans Ça fait débat, il s'appelle Philippe Hugon. Il est le directeur de recherche à l'IRIS. Et vous êtes spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, on va tenter de comprendre ce qui se passe au Mali, au Cameroun, de façon globale, en tout cas cette partie de l'ouest de l'Afrique. Dites-moi, le Mali a demandé formellement à l'ONU, il y a quelques semaines, d'autoriser une intervention internationale sur son territoire. Je ne vous l'apprends pas. La France devait apporter une aide technique, mais vous dites, vous en même temps, qui êtes spécialiste de l'Afrique, à l'IRIS, vous dites clairement que l'Afrique doit être impérativement africaine. Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Alors, il faut, à mon avis, que le principe soit évidemment celui d'une Pax Africana. Il faut que la paix soit assurée par des forces africaines. Le problème qu'il y a, c'est que lorsque on a, comme au Mali, à la fois des mouvements djihadistes qui se sont développés, la présence d'AQMI depuis 2003 dans le Nord Mali, puisqu'ils ont été boutés hors d'Algérie, lorsque l'on a, pour des raisons internes, une armée qui s'est relativement décomposée et un pouvoir politique qui est peu légitime, il est évident qu'à ce moment-là, il est excessivement difficile de demander à une armée malienne ou à une armée même de la CEDEAO, dans le cas présent c'était la MISMA, d'intervenir. Ce qui fait que, effectivement, je le regrette, mais je crois que c'était indispensable, ce sont soit des forces multilatérales comme les casques bleus, mais dont on sait qu'ils ont un côté offensif très limité, soit des forces bilatérales, et hélas, comme Français, mais je crois qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, dans le cas présent, la France est intervenue. La France s'est plantée ? À mon avis, non. Concernant le territoire du Mali ? Moi, je pense qu'il ne s'est pas planté. Je pense qu'il l'a fait véritablement à la fois dans la légalité onusienne. Il l'a fait à la demande du chef d'État par intérim du Mali. Et il l'a fait parce qu'il y avait une urgence. L'urgence, c'était notamment le fait que les djihadistes descendaient, prenaient Konna et le risque de prendre Sévaré, c'est-à-dire l'aéroport. Et à ce moment-là, Bamako pouvait devenir la base d'un État non contrôlé et à base terroriste ou djihadiste qui alors aurait des ramifications sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en gros l'arc sahélo-saharien. Et je remarque quand même qu'il n'y a que 3 pays qui soit ont condamné, soit ont eu des réserves, c'est l'Égypte, c'est la Tunisie et le Qatar. Cela me pousse à vous poser la question, Philippe Hugon, est-ce que le Mali, selon vous, est-ce qu'il sera prêt pour ces élections tout à fait transparentes ?
Écoutez, dans les semaines, dans les mois à venir, pour juillet prochain? Il faut impérativement qu'on revienne, évidemment, à un jeu à la fois politique, un jeu de renouer le tissu social et en même temps d'avoir un développement économique. Il faut donc une légitimité politique, elle suppose des élections à la fois présidentielles et législatives. Alors, si on est réaliste, il faut donner un butoir. Le butoir, ça a été juillet. Je crois objectivement que ça ne sera pas respecté. Ça va pas être difficile? Non, c'est à mon avis impossible matériellement. Le territoire n'est pas complètement recontrôlé, ni sécurisé. Donc ça semble difficile. Oui, vous avez 400 000 réfugiés et déplacés, vous avez des problèmes de liste électorale. Par contre, il faut mettre un échéancier court, c'est-à-dire juillet, et je pense personnellement qu'il faut espérer qu'elles auront lieu en automne. Parlons justement de ces terroristes, Philippe Hugon. Vous dites, il faut savoir que le réseau terroriste est une nébuleuse. Alors, est-ce qu'il y a une véritable hiérarchie est-ce que c'est hiérarchique, ce mouvement au Mali? Alors, il faut savoir qu'il y a d'abord énormément de composantes. Vous avez la première composante qui s'appelle Al-Qaïda Maghreb, c'est-à-dire AQMI, qui vient d'Algérie essentiellement, avec ses chefs Droukdel ou avec Abou Zaïd ou Mokhtar Belmokhtar, même qui s'est un peu séparé. Et puis vous avez d'autres mouvances qui s'appellent le Moudjahou, qui s'appellent Ansardine, qui s'appellent éventuellement aujourd'hui Boko Haram, qui est présent, et qui a eu des alliances en plus avec le MNLA, qui n'est pas du tout sur cette base, mais qui pour des raisons d'opportunité a fait des alliances. Donc, on a une nébuleuse, effectivement, avec des scissions, parce que derrière, il y a à la fois une lutte idéologique et un contrôle des trafics, notamment de la drogue. Et on est également dans des katibas, puisque c'est les phalanges de base en ce qui concerne. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'ils trempent clairement dans l'économie mafieuse. Ah, totalement. Totalement. Enfin, le Moudjahou, c'est assuré. Al-Qaïda Maghreb, en partie. Il y a deux objectifs chez Al-Qaïda Maghreb. Le califat de la Mauritanie à la Somalie est donc un objet qui est à la fois religieux, idéologique et politique. Et puis évidemment, le contrôle des différents trafics, à commencer par la drogue. Donc dans le narcotrafic, oui. Et l'idéologie dans tout ça? L'idéologie, souvent, est un masque aussi qui permet de maintenir les trafics. Et beaucoup de jeunes sont éventuellement mobilisés parce qu'ils veulent lutter, faire le djihad, mais en même temps, ils trouvent des opportunités de rémunération. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas effectivement dans des organisations hiérarchisées totalement. Il y a évidemment une labellisation Al-Qaïda Maghreb qui apparaît, mais en même temps, on a des actions très décentralisées. Mais Philippe Hugon, est-ce que vous pensez que c'est organisé tout ça? Est-ce qu'il y a une organisation des combats, notamment au Mali? Est-ce que tout ça, c'est structuré? Moi, je ne crois pas que c'est structuré comme ça pouvait l'être à l'époque de Ben Laden. Je pense par contre que Al-Qaïda est très important, évidemment, dans différents pays. Maintenant, on le sait, en Syrie, il est présent dans d'autres pays, évidemment, et au départ, dans les zones Irak, etc. Mais maintenant, il est présent au Sahel. Je dirais que c'est beaucoup moins une organisation avec un pouvoir hiérarchisé qu'une idéologie de référence et quand même un combat commun pour les laisser pour compte, ceux qui n'ont pas d'emploi, les jeunes qui n'ont pas d'autres perspectives, effectivement, que d'être recrutés, et pour mener un combat globalement anti-occidental, anti-chrétien. Alors c'est inquiétant ce que vous êtes en train de nous dire. Comment combattre les djihadistes? Comment combattre ces terroristes? Avant de vous poser cette deuxième question, mais je veux avoir votre réponse. Alors, les combattre militairement est sûrement une nécessité lorsqu'il y a une très forte concentration, ce qui s'est passé au Mali, donc des actions qui attaquent la logistique, la sanctuarisation de ces djihadistes, mais il est évident que la solution, elle passe par la possibilité pour des jeunes d'avoir des perspectives, d'avoir des emplois, par la possibilité que l'islam traditionnel du Mali, par exemple, qui est un islam beaucoup plus soufiste, avec un rôle matiné d'animisme et le rôle des saints, soit également reconnu et que les jeunes s'identifient également à ces mouvements. Donc on peut agir dans le champ religieux ou dans le champ idéologique, on peut agir dans le champ économique, évidemment. Si les jeunes ont des perspectives d'emploi et de revenus, ça donne quand même moins d'opportunités de recrutement. Vous dites, Philippe Hugon, vous affirmez que les solutions militaires sont toujours vouées à l'échec et vous privilégiez l'approche par l'aide au développement. Mais comment, Philippe Hugon ? Les guerres asymétriques sont généralement gagnées par le faible. Quasiment impossible. Oui, absolument. Mais
L'action militaire, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'action militaire, comme j'ai dit tout à l'heure, est parfois une nécessité parce que lorsqu'il y a concentration de forces avec des armes très importantes, il faut agir militairement, mais il est évident que ce n'est pas ça qui permet d'éradiquer le terrorisme. L'éradication du terrorisme, elle passe par des services de renseignement, elle passe par différentes... il faut tarir, par exemple, dans le cas de l'arc sahélo-saharien, c'est pas facile, mais il faut tarir justement les narcotrafics. Et si on tarit les narcotrafics, on tarit également une des bases d'armement de ces différents groupes. Mais vous affirmez en même temps que les solutions militaires sont vouées à l'échec. Elles sont vouées à l'échec par rapport... C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Non, non. Elles sont vouées à l'échec si elles se limitent à des actions militaires. C'est-à-dire que les actions militaires, c'est un premier temps parfois nécessaire, mais qui doit évidemment être accompagné d'actions du lien social, de reconstruction politique et d'actions économiques. Alors, Philippe Hugon, désormais, le Mali, vous le savez, il est coupé en deux. Quelles conséquences de cette situation inédite pour le pays ? Écoutez, le Mali est effectivement coupé en deux, ou a été coupé en deux. Aujourd'hui, quand même, les villes, malgré des attentats suicides, ont été reconquises. Gao, Kidal, Tombouctou sont des villes quand même qui sont contrôlées. On est dans un immense territoire qui est extrêmement difficile à contrôler. L'Azawad, dont parlent les Touaregs du MNLA, je ne fais pas mienne cette dénomination. L'Azawad est un immense territoire qui est plus grand que la France. Donc, il est évident qu'il y a un problème de contrôle territorial. Bamako, un jour, peut-être les rebelles vont s'emparer de Bamako ? L'intervention de la force Serval, hélas, peu appuyée par les forces africaines... Quelque chose qui est possible ? Non, je ne crois pas. Tant qu'il y a en tout cas des forces militaires, notamment des forces des casques bleus, mais il est évident que s'il n'y avait pas eu d'intervention française, je pense personnellement qu'il y avait un contrôle de Bamako par les forces du Nord. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale est contrainte à envoyer des militaires en ce moment si les négociations n'aboutissent pas ? Moi, je pense que, hélas, la force africaine, qui évidemment est idéale sur le principe, la force de la CEDEAO, aurait dû prendre le relais. On voit bien que pour beaucoup de raisons, à part les Tchadiens qui ne sont pas membres de la CEDEAO, et à part les Nigériens et quelques autres militaires, il n'y a pas de présence militaire africaine. Il faut le constater. Donc, dans ces conditions, la seule possibilité, c'est d'avoir une force multilatérale qui est quand même dotée d'un mandat relativement clair et offensif, et pas simplement qui n'a le droit de tirer que si elle est attaquée. Dites-moi, Philippe Hugon, vous êtes optimiste, pessimiste ? Écoutez... sur la situation actuelle au Mali ? Là où je suis pessimiste, c'est qu'à mon avis, la reconstruction politique n'a pas encore eu lieu. Donc ça, il faut attendre les présidentielles. Il faut aussi qu'il y ait un homme ou un parti suffisamment fort qui apparaisse comme étant un fédérateur et un reconstructeur de l'unité nationale. Il y a un problème de reconstruction du lien social parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques intercommunautaires dans un pays qui justement avait toujours dépassé l'appartenance communautaire et qui avait, disons, des plaisanteries sur l'appartenance ethnique. Là, il y a des très fortes tensions. Donc là, je suis inquiet. Et donc, il y a également une armée à reconstituer. Donc, il y a beaucoup de défis ça me pour pose le à vous Mali. poser cette question. Je me suis un peu renseigné. Et j'ai vu que des rumeurs selon lesquelles le président Amadou Toumani-Touré aurait provoqué cette crise justement pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que c'est fondé ? Je n'en suis pas sûr. Selon vous ? Je n'en suis pas sûr parce qu'il a quand même perdu le pouvoir. C'est vrai qu'il devait y avoir des élections présidentielles et il n'allait pas se représenter. Ça pouvait, si ça avait bien tourné, peut-être lui donner des chances d'être par intérim un chef d'État. Mais je pense que c'est un coup d'État du 22 mars qui a été réalisé par les membres de l'armée de base, par la base, par Sanogo, et alors que ATT avait soutenu plutôt... Clairement, est-ce que c'est fondé ou pas du tout ? Non, je pense que c'est pas fondé. Allez, tout de suite, on passe à ces 5 questions, 10 secondes. Tout le monde y passe. Cher Philippe Hugon, c'est parti. Absolument, Philippe Hugon. Que représente pour vous l'Afrique en un mot ? C'est un mot. C'est pas une phrase, c'est un mot. L'Afrique, c'est un continent d'avenir qui... D'avenir. Un mot, non, en un mot. L'Afrique, quelle priorité selon vous ? La priorité, lutter contre la vulnérabilité des populations. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous ? Une réalité qui a été très importante et qui, heureusement, a perdu de sa force. Afrique et démocratie, vous répondez quoi en un mot ? Qu'il y a des différentes manières de construire la démocratie. Et enfin, pour celles et ceux qui vous regardent ce soir, est-ce que vous avez un mot à leur dire ? Qu'il faut croire, avoir l'optimisme de l'action
et de l'espérance. Philippe Hugon, vous êtes directeur de l'IRIS, directeur, je le rappelle à tous celles et ceux qui viennent de nous retrouver, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, ça s'appelle l'IRIS. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, pour celles et ceux qui veulent commenter, en tout cas sur la page Facebook, réagir, en tout cas je vous invite à le faire et je vous en remercie, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à commenter l'actualité et à réagir. Chaque vendredi à 23h, c'est sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, CF Débat. Je vous en remercie. Merci à vous tous. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao.